Je suis très impressionné par la mobilisation des gens. Je trouve que je regarde ça, puis actuellement, il y a des arbres qui se coupent dans ce terrain-là. Là. Tu sais, Bon, alors bonsoir. Alors, ben voilà, je suis venue souffler avec vous parce qu'il faut souffler pas mal fort là, dans la mobilisation face à des projets comme celui-là. Alors, moi, j'habite à Saint-Marc-sur-Richelieu. Alors là où on boit l'eau de la même rivière que vous, d'accord? Et à Saint-Marc, on a une belle histoire de mobilisation. On s'est mobilisé à propos des porcheries industrielles, du gaz de schiste. Et ces mobilisations-là nous ont enrichis. Elles nous ont laissé un héritage citoyen important. Et moi, je pense que cette mobilisation que vous vivez ensemble va aussi contribuer à enrichir la culture écologique, la culture politique de notre société. C'est un peu de ça que je voudrais vous parler. Et puis, en fait, je savais que je venais rencontrer des gens qui étaient mobilisés dans un projet assez intensément. Puis, à lire vos échanges, vos discussions, ben, je me rends compte que vous avez développé ce qu'on appelle une intelligence citoyenne de la question. Vous êtes parvenus ensemble à construire une compréhension de ce qui se passe. Alors moi, je ne pourrais pas apporter grand-chose de neuf, OK, par rapport à ces objets particuliers-là, mais en fait, j'apporterai, si on veut, je dirai les choses à ma façon, d'accord? Et puis, bon, d'abord, comme vous, je reconnais qu'il faut mettre fin à l'usage des carburants fossiles le plus tôt possible. Il nous faut une énergie de transition, mais pas n'importe quoi, ni n'importe comment. Alors, j'aimerais résumer ce qu'on a appris collectivement, ensemble, à travers le débat, la mobilisation. En fait, ce qu'on a appris ensemble. Le mot « ensemble » est très important en matière d'environnement. Il faut être à plusieurs pour exercer une vigile critique face à des réalités, des projets d'une telle complexité. Il faut être ensemble, chacune, avec nos compétences, nos ressources, nos énergies. C'est pour ça que j'étais contente aussi de venir rendre hommage. Rendre hommage à tous ceux et celles citoyens qui se mobilisent dans cette lutte-là. Rendre hommage aux journalistes aussi, qui jouent un rôle majeur pour l'information et le débat. Rendre hommage aux ONG comme Mère au Front qui se sont mobilisés, aux scientifiques qu'on a entendus tout à l'heure avec leurs éclairages, aux élus aussi à l'Assemblée nationale qui ont réclamé une voie démocratique. Alors, on a compris que ce projet-là, il doit être examiné sur plusieurs angles et pour lesquels on manque encore et toujours d'informations. On a compris la complexité de la situation, les liens entre l'énergie, le changement climatique, la biodiversité, la santé, etc. Et puis, on doit s'inquiéter, entre autres, des impacts sur les services publics, dont l'eau, l'énergie, sur l'économie locale, sur le tissu social, sur la hausse des taxes causées par le relèvement de la valeur foncière, les risques du transport aussi, l'utilisation des matières premières et en particulier le lithium, qui est un élément très toxique et hautement inflammable. Alors, bien sûr, on devrait pour ça pouvoir compter, se fier au gouvernement actuel, au gouvernail du gouvernement en matière d'énergie. Mais la dernière politique énergétique du Québec
à proprement parler, ben, elle date de 1996. Ça fait bientôt 30 ans. Ça serait très important, très urgent de la mettre à jour et surtout de l'appuyer sur un débat public, des États généraux par exemple. Et on est vraiment, mais vraiment mûr pour ce débat-là. Alors, et puis en fait, oui, on a quand même des éléments d'un plan. On sait maintenant que l'énergie a été mise sous la juridiction du ministère de l'Économie et de l'Innovation et de l'Énergie, donc l'innovation pour l'économie et l'énergie un secteur de l'économie. Alors la perspective essentiellement, elle est économique. Et c'est dans ce sens-là qu'on a, depuis 2016 au Québec, un plan pour une économie verte, dont l'énergie. On n'a pas de politique énergétique adéquate. On a aussi un plan de mise en œuvre 2023-2028, mais qui n'a pas fait l'objet d'une consultation publique. Et puis, bon, est-ce qu'on peut se fier à cette boussole-là du gouvernement, ces plans-là? Il me semble que l'aiguille de la boussole, ben, s'est un peu affolée, en particulier au cours des 2 dernières années. Voilà. Donc, il y a le plan d'Hydro-Québec aussi. Vous avez entendu parler du plan d'Hydro-Québec, le plan d'action 2023, qui ouvre la porte à toutes sortes d'avenues de développement énergétique. Puis ce plan-là vise à combler, dit-on, le déficit de production d'énergie, alors qu'il y a à peine 3 ans, Hydro-Québec s'affairait à des contrats de vente massives d'électricité à nos voisins du Sud. Alors, c'est sûr qu'on doit s'inquiéter de la précipitation de l'annonce de divers projets, dont celui de Nordvolt en peu de temps. Ce sont des projets hautement problématiques et qui pourraient transformer la trajectoire du Québec en matière d'énergie. Alors, entre autres, pour Nordvolt, on ne connaît pas le plan d'affaires, sûrement développé par des spécialistes au ministère. On sait que la facture va être très élevée, mais on ne sait pas qui va en retirer les avantages financiers, quand et combien. On a tous déploré ensemble l'opacité du projet. On déplore le contournement des règles. On observe une tendance générale du gouvernement à la privatisation des services publics essentiels, santé, éducation, énergie. Alors aussi, on déplore la faiblesse de l'argumentaire des décideurs. Le projet Nordvolt s'annonce comme un projet phare en matière de transition. Là, on va fabriquer des batteries les plus vertes au monde, faites de matériaux, soit dit en passant, non renouvelables et sans planification connue de l'ensemble, évidemment, de ce qu'on pourrait appeler une filière de production, d'utilisation des batteries et dont la technologie, on l'a dit, s'annonce déjà dépassée. Et puis, bon, on a parlé des problématiques en matière de biodiversité. Alors, on a eu de très beaux éléments d'analyse dans les présentations précédentes. On se rend compte qu'il faut qu'on s'occupe de nos affaires, OK? Et on se rend compte que le fardeau de la preuve, il nous revient et qu'il est lourd à porter à travers l'ensemble de nos engagements de la vie. Et tout ça dans un climat de perte de confiance envers nos décideurs. Alors, en conclusion d'un article que j'ai signé avec des collègues, on disait « Soustraire ce projet à une évaluation environnementale rigoureuse et au BAP constituerait une régression sociale et environnementale indigne d'un projet qui se veut à l'avant-garde de la transition énergétique. » Alors, on y va à la suivante. Et puis
voilà, il y a ce livre-là qui est apparu tout récemment comme nouveauté, puis je sais que certains d'entre vous l'ont repéré. Alors, je pense qu'il va falloir lui porter une attention, justement, dans la perspective de notre apprentissage collectif. C'est Enquête sur les métaux rares, et l'auteur met en évidence que pour régler le plus important problème écologique de tous les temps, le changement climatique, on a recours à l'industrie la plus polluante qu'on connaisse, celle de l'extraction et du traitement des métaux. C'est une industrie qui est généralement, souvent, pas respectueuse des travailleurs et des populations non plus. Alors, cet auteur-là, elle en fait une analyse quantitative, qualitative, très intéressante. Et puis, il y a cet ouvrage aussi de Louis-Gilles Francoeur, dont je vous recommande vraiment la lecture. Dans ce livre-là, il met en évidence la faiblesse du ministère de l'Environnement. Le désengagement de l'État en matière d'environnement. Le financement du ministère de l'Environnement, c'est moins que 0,5% du budget de l'État. Et en plus, c'est un ministère marginalisé auquel on a retiré peu à peu ses champs d'action. On lui a enlevé ses moyens d'intervenir. En fait, l'auteur dit que c'est un scandale. Alors, il souligne l'importance d'ouvrir un vaste débat public sur le rôle du ministère de l'Environnement et puis sur la gouvernance environnementale en général de l'appareil d'État. Il dit qu'il faudra avoir une vision intersectorielle des questions environnementales, bien au-delà des principes de développement durable que doivent respecter les ministères dans leur gestion interne. En somme, un débat comme celui-ci, le débat autour de Nordvolt, met en évidence un problème systémique majeur dans la gouvernance environnementale au Québec et devient un argument pour exiger un vaste débat public. Alors, vous voyez qu'on a beaucoup de pain sur la planche. Et puis, ben voilà, c'est ça. Si jamais vous aviez beaucoup de temps dans la vie, il y a cet ouvrage-là aussi que je vous suggérerais de lire. C'est celui écrit par André Bellil et Philippe Bellil également, 40 ans de lutte pour l'environnement. Et les auteurs rappellent toute la difficulté qu'il a fallu surmonter pour attirer l'attention des décideurs politiques, dont le ministère de l'Environnement, autour de la problématique des pluies acides qui rongeaient les forêts du Québec depuis plus d'une décennie. Alors, cet ouvrage-là raconte la lutte épique. Puis moi, je trouve ça intéressant parce que ça peut éclairer la lutte actuelle autour du projet Nordvolt. Et c'est important de conserver la mémoire des luttes aussi. Il y a un héritage culturel, social, politique à connaître, à enrichir. Alors c'est ça, avec mes deux collègues, une historienne, l'autre géographe, bien, on s'est lancé dans la grande aventure de mettre au jour cet héritage-là. Alors on a retracé avec des collègues l'histoire de plusieurs luttes environnementales emblématiques au Québec. On en a fait l'analyse, puis on a produit un ouvrage là, qui va paraître au mois d'avril. Je vous inviterai au lancement. Alors, en fait, dans ce livre-là, on veut célébrer l'extraordinaire souffle citoyen, éco-citoyen qui se dégage de ces luttes. Parce qu'on a besoin de vent dans nos voiles, OK? On a besoin de souffle pour poursuivre les luttes en fait, parfois qui reviennent même sur le tapis ou de nouvelles luttes qui apparaissent. On a donc raconté les luttes peut-être les plus saillantes au Québec contre les porcheries industrielles, l'industrie nucléaire, le suroît, le gaz de schiste, Anticosti, Énergie Est, Kakuna, GNL Québec, la destruction des milieux naturels dans diverses régions du Québec, le développement de la mine Autier près d'un esquerre en Abitibi-Témiscamingue. Et ces luttes-là ont été menées au départ contre des projets, mais elles ont toutes aussi mené à la proposition de voies alternatives. Donc, il y a eu comme une créativité sociale aussi dans ces luttes-là. Alors, oui, c'est ça. La suivante.
Et puis à travers les récits, on a rencontré d'autres projets qui n'ont pas été soumis à l'analyse publique, au BAP, ou pour lesquels on n'a pas entendu la voix citoyenne. Et c'est le cas de l'aéroport de Mirabel, qui avait fait l'objet d'une mobilisation citoyenne importante contre le choix de l'emplacement, en fait, la destruction des terres agricoles. Donc, je pense qu'il faut lire aussi ce livre-là qui vient tout juste de sortir sur cette lutte qui aura duré presque 20 ans et qui s'est terminée par la rétrocession des terres agricoles, mais après la fermeture de l'aéroport, d'accord? Alors, il y a aussi la coûteuse fermeture de la centrale nucléaire de Gentilly, la fermeture de la centrale thermique de Bécancour, la somme totale qu'on doit payer pour cette fermeture-là, depuis 2008, c'est à peu près 2,4 milliards, OK? Et puis, la cimenterie Mécanis aussi, le gouvernement avait refusé un BAP, et ça s'avère un gouffre financier et un désastre écologique. Alors, ces cas-là devraient inspirer notre gouvernement, dont le seul programme énergétique semble celui de générer des profits, mais des profits pour qui? Et pour l'instant, on n'en sait rien. Et puis aussi, ben écoutez, je sais que vous avez peut-être le temps de lire, il y a cet autre ouvrage-là aussi qui vient juste de paraître et qui mérite l'attention, là, qui a des points communs avec la lutte à propos du projet Northvolt. C'est celui de la mobilisation 6600 dans Hochelaga Maisonneuve pour la préservation justement d'espaces verts contre un projet industrialo-portuaire. Et dans cet ouvrage-là, qui est un ouvrage illustré, d'accord, dessiné, on peut lire les propos d'un des protagonistes qui dit, écoutez, même si on perd concrètement, on a gagné une communauté politique, on a créé des alliances qui, dans tous les cas, vont nous permettre de réaliser d'autres projets et de mener d'autres luttes. Alors, je trouve ça important de considérer ça. Alors, oui, voilà. Donc, maintenant, c'est ça, j'aimerais ça faire un petit bilan rapide, parce qu'on a terminé, des apprentissages, finalement, qu'on fait tous ensemble dans nos luttes. Il en ressort des apprentissages multiples, le développement de compétences qui peuvent être transférables, et c'est important qu'on en garde la mémoire. On constate l'émergence d'une culture de l'éco-citoyenneté qui enrichit la société. Alors, entre autres, parce qu'on ne va pas tout lire ça, mais on apprend que la vraie politique, c'est une affaire collective, qu'elle se joue ici, maintenant, entre nous, dans nos réunions de cuisine, dans les rencontres et les manifestations collectives. On apprend à revendiquer une réelle démocratie participative, une démocratie active. On apprend à se réapproprier la chose publique. Et là, pour ça, il faut comprendre les structures politiques. Alors, on apprend à mieux connaître les lois, les règlements, à savoir consulter les spécialistes du droit, comme vous l'avez fait avec le Centre québécois de l'environnement. On apprend à développer un argumentaire convaincant, à retracer l'information, la décoder, la discuter, la valider, l'interpréter, la synthétiser. En fait, l'information juste, c'est le fondement de la crédibilité, c'est le carburant de l'esprit critique. En fait, c'est le nerf de la guerre. Hein? Alors, on développe une intelligence collective, une intelligence citoyenne. Et puis, à la diapo suivante, on continue, on aura quelques autres apprentissages, surtout de l'ordre des compétences. Là. On développe des compétences aussi ensemble, des compétences en communication, compétences à interagir avec les médias, à collaborer avec les élus, à créer des partenariats, à proposer un projet d'avenir aussi. On développe un pouvoir-faire, un sentiment d'efficacité collective dans ces luttes-là. On apprend en fait à mieux connaître son village, sa ville, sa région, à mieux l'aimer, à vivre ensemble, à se connaître entre nous. Alors,
Mais bien sûr, là, il y a un côté difficile. On apprend aussi tous les enjeux liés au travail de terrain. On apprend à reconnaître que on apprend en fait à éprouver la fatigue militante. On apprend que c'est pas facile, surtout sur le long terme. On apprend à pas se décourager, à passer le flambeau quand il faut, puis à prendre soin les uns des autres. Alors oui, ce qu'on apprend aussi, c'est à poursuivre la lutte, comme à propos du projet Nordvolt. Alors, et ce qu'on demande, c'est d'abord l'exigence du respect des règles, parce que ça peut créer un précédent, en particulier dans ce cas-ci, l'exigence d'un BAP, et on peut souhaiter que la compagnie Nordvolt, en bon citoyen corporatif, demande elle-même un BAP dans les règles de l'art. OK? Et puis ensuite, il faut demander un plan pour le développement énergétique, dont un plan pour la filière batterie. En somme, et puis comme tout plan gouvernemental, ça devra être soumis à une évaluation environnementale stratégique, à un BAP stratégique, et ça devra avoir été conçu dans le cadre d'une vaste consultation citoyenne d'un chantier de réflexion collective. C'est sûr que ça prendrait du temps, élaborer cette nouvelle politique, ce plan et tout ça. 1 an, mais d'ici ce temps-là, on l'a vu, de toute façon, la technologie des batteries se développe rapidement, puis on risque peut-être d'éviter un cul-de-sac. Alors, oui, ça va nous prendre une politique énergétique issue d'un débat public, et parce que, en fait, l'absence de politique finit par nous coûter cher. Alors, et puis finalement, je termine là-dessus, de façon transversale et en toute cohérence, là, on apprend qu'il faut s'engager comme citoyen, chacun, chacune, dans la sobriété énergétique. On ne peut pas seulement demander qu'ils s'en occupent, d'accord? Alors, en alimentation, en consommation, en transport, en loisirs, c'est ce qu'on peut faire au quotidien, à l'échelle de nos modes de vie. Puis, il faut aussi engager. Et pour ça aussi, on a besoin d'être ensemble. J'avais une dernière ressource qui aurait pu être inspirante, qui est celle du manifeste pour un avenir énergétique juste et durable, développé par un grand nombre d'organisations au Québec. Alors, je vous remercie de votre attention. C'est la façon dont le gouvernement, finalement, derrière des portes closes, a mené ce dossier-là et nous l'impose, sans consultation citoyenne, sans participation citoyenne.